une bonne journée? Oui, une très bonne journée. Après l'école, c'est Isabelle qui va chercher sa fille à la maternelle. Charlotte a 6 ans et elle n'a pas de papa. Elle est née grâce à une PMA avec don de sperme. Oui, yes. J'avais 38 ans. Je me suis retrouvée, après une rupture, à me poser des questions sur mon désir de maternité. J'avais très envie d'avoir un enfant. J'allais avoir le mur de l'horloge biologique qui allait bientôt arriver. Et j'ai fait ce choix de déconnecter mon désir d'enfant d'une relation amoureuse. Pendant toute une année, cette enseignante en économie se renseigne sur la procréation médicalement assistée. Un acte médical interdit aux femmes célibataires en France. Isabelle décide donc de se rendre dans une clinique en Belgique. Toute la démarche lui aura coûté 5 000 €. On réfléchit à tous les enjeux psychologiques, affectifs, financiers. La PMA, ce n'est pas un caprice, c'est des prises de sang, c'est des rendez-vous médicaux à 7 h du matin, c'est tout ce protocole médical qui fait que ça ne peut pas être un coup de tête. Si j'avais voulu faire un enfant sur un coup de tête, peut-être que j'aurais pu aussi coucher avec un homme et le faire sans son consentement. Il n'y a jamais eu de tabou sur le mode de conception de Charlotte. Sa mère parle très librement avec sa fille de ses origines. Cette autre maman célibataire, elle aussi s'appelle Isabelle, est dans la même démarche de transparence avec sa fille de 2 ans, Kalissa. Elle a réalisé un album où elle a résumé chaque étape de sa PMA et de sa grossesse. Pour moi, c'est comme un peu un premier cadeau d'héritage que je vais lui transmettre. Là, il y a le ticket, par exemple, quand j'ai fait le transfert. Là, c'est elle, c'est son embryon. Donc, il y a des réactions là, de Facebook. Là, par exemple, c'est rigolo. C'est pour quand? C'est qui le papa? En fait, il n'y en a pas. Pour cet ingénieur pédagogique de 42 ans, tomber enceinte a été compliqué et très onéreux. Environ 15 000 €. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est mon travail. Ah, c'est ton travail, oui. Souffrant d'un déficit ovarien précoce, elle a dû faire appel à un double don en Espagne, c'est-à-dire à la fois de sperme et d'ovocytes, ce qui coûte plus cher. Elle n'a donc pas directement de lien génétique avec sa fille. Quand j'étais enceinte de Kalissa, d'habitude, les gens ils se projettent un peu en imaginant la tête de papa, de maman, d'avoir un petit mélange. Alors, nous, c'est au moment de l'accouchement, c'est la surprise. Bon, il va avoir quelle tête? Hop, allez. Isabelle s'est depuis lancée dans une deuxième PMA à partir des mêmes gamètes. Elle est aujourd'hui enceinte de 3 mois, du petit frère ou de la petite sœur de Kalissa. Et maman, qu'est-ce qu'elle a dans son ventre? Le bébé. Ah oui, j'ai une graine de bébé. Un deuxième enfant qui grandira sans père, ce qui n'est pas un problème pour Isabelle. C'est différent, un enfant qui se construit avec un repère masculin, par exemple dans un couple où les parents se séparent et finalement la figure masculine, parfois elle peut disparaître, être absente. Là, ils sont nés comme ça, ils ont grandi comme ça. Elle a d'autres repères masculins, que ce soit mon père, mes beaux-frères. Elle parle ouvertement des papas. Enfin, j'ai jamais voulu en faire non plus un tabou. En Espagne comme en Belgique, la loi protège l'anonymat des donneurs. Seules quelques informations, comme la taille, la couleur des yeux, des cheveux et de la peau, sont fournies aux futures mamans. Dans d'autres pays européens comme le Danemark, il est possible d'accéder à des fiches très détaillées sur les donneurs. Certaines banques de sperme vont même jusqu'à fournir une lettre de motivation manuscrite et un enregistrement de la voix des potentiels géniteurs. Hey, I'm a donor. I've sent my little soldiers out into the world to fulfill someone's greatest dream. Avec un supplément, des photos à l'âge adulte sont visibles. Des pratiques qui font craindre à certains la création d'une offre d'enfants à la carte, une dérive possible, mais que cette sociologue nuance. Des dérives existent, mais je pense qu'elles sont moins importantes que ce qu'on le croit. Les femmes qui entreprennent des démarches sans être en couple, qui font une PMA, elles veulent avant tout un enfant, elles ne veulent pas un enfant parfait. Et quand on discute avec elles, ce qu'elles veulent avant tout, c'est un enfant qui leur ressemble ou éventuellement un enfant qui ressemblerait au compagnon, au partenaire qu'elles auraient aimé rencontrer. Depuis l'été dernier en France, un projet de loi sur la bioéthique est étudié par les parlementaires. Sa mesure phare, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, lesbiennes et célibataires, ce qui permettrait le remboursement de cet acte médical onéreux. Laure est militante. Avec d'autres membres de son association Maman Solo, elle a été auditionnée à l'Assemblée nationale dans le cadre de ce projet de loi.
Ça a fait changer un petit peu les avis parce que les gens ont un petit peu en tête des clichés sur les femmes célibataires. On a expliqué que c'était un projet qui était longuement réfléchi. On voulait aussi beaucoup insister sur le fait que ce n'était pas un rejet de l'altérité. On n'était pas des femmes en disant bon, on est déçus des hommes, on veut faire des enfants seuls. On est aussi ouverte à refonder une famille. Mais au Sénat, les débats sont houleux. En février dernier, l'article autorisant la PMA pour toutes est rejeté. Est-il pensable que l'on puisse considérer qu'un enfant n'a pas besoin de père ? Le principe d'égalité doit être appliqué aux enfants. Faisons évoluer les lois en écoutant les adultes et leurs désirs. Les droits des enfants ne peuvent être assujettis aux désirs des parents. Malgré ce rejet du Sénat, le texte doit être une nouvelle fois voté à l'Assemblée nationale et pourrait donc être adopté d'ici l'été. En Europe, une vingtaine de pays autorisent déjà la PMA pour les femmes seules. Pour la sociologue Virginie Rosé, s'il existe autant de réticences en France, cela est dû à une confusion entre la monomaternité choisie et les familles monoparentales. Les familles monoparentales en France sont souvent issues d'un divorce, d'une séparation, voire d'un décès qui peut les vulnérabiliser, alors que les femmes qui construisent ce projet de maternité toutes seules sans être en couple, ce sont des femmes qui sont préparées, le choix a été longuement réfléchi, les difficultés ont été anticipées. De plus en plus de femmes célibataires refusent d'attendre davantage. Dans ce cabinet médical, chaque mois, elles sont entre 4 et 10 à venir se renseigner pour une procréation médicalement assistée. Ce gynécologue spécialiste des traitements d'infertilité milite depuis des années pour l'ouverture de la PMA pour toutes. L'évolution de la loi, elle est très importante pour que ça mette fin à toutes ces pratiques borderline. Moi, j'ai vu il n'y a pas si longtemps, il y a 2 mois, une femme qui faisait des inséminations comme ça avec quelqu'un qu'elle avait trouvé sur Internet. Et je lui ai demandé, par exemple, si elle avait fait un test du sida pour cet homme. Elle n'avait même pas fait. Ces femmes, il y en aura toujours, elles se débrouilleront toujours pour avoir un enfant, y compris à contourner la loi. Donc autant le faire dans notre pays plutôt que favoriser les pratiques déviantes. Si la PMA pour toutes est légalisée à l'été, cela permettrait une meilleure reconnaissance dans la société de ces familles sans père. La légalisation ne réglera cependant pas tous les problèmes, notamment le temps d'attente pour un don de gamètes. Actuellement en France, pour les couples hétérosexuels, il faut patienter entre 1 et 2 ans.